Vous voulez me voir, commissaire? Toujours ponctuel, est-ce que je vois? Alors, je nous ai réunis aujourd'hui car j'avais quelques petites questions à vous poser. Tout d'abord, je voulais raconter votre histoire. Donc, vous êtes né par le coup de crayon de Bob Kane et l'imagination de Bill Finger, et vous apparaissez la première fois en 1939 dans Detective Comics publié par DC Comics. Vous avez aussi eu la chance d'avoir plusieurs adaptations sur grand écran, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, vous apparaissez dans plusieurs comic books, mais pas avec le même dessinateur ni avec le même réalisateur, ce qui vous aura valu des centaines d'histoires différentes, comme un Batman durant la guerre froide dans Superman Red Son paru en 2003, ou encore un Batman buveur de sang dans Batman Vampire paru en 2016. Très bien, commissaire. Et où voulez-vous en venir? J'ai bientôt fini, il me reste un dernier détail à régler et pas des moindres. J'aimerais maintenant parler du Joker. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Rien de bien spécial, juste un peu d'histoire. Donc il est né par vos deux parents, mais aussi par Jerry Robinson. Vous le rencontrez la première fois un an après votre création, et il devient l'ennemi principal de vos histoires. Comme vous, il apparaît sous plusieurs formes selon les scénaristes. Et même cette année, pour la première fois depuis sa création, un film sur son histoire apparaît sur grand écran. Cependant, il paraît assez différent par rapport aux comics. D'accord, commissaire, très bien. J'entends ce que vous me dites, mais j'aimerais savoir la vraie raison de ma venue ici. La vraie raison de ma venue est que j'aimerais savoir comment les réalisateurs arrivent à retranscrire la noirceur de Batman dans les comic books sur grand écran. Vous voulez vraiment toute l'histoire, commissaire? Alors allons-y. L'histoire du Batman se passe dans la ville de Gotham qui est rongée par la pègre. Les mafieux prennent de plus en plus le contrôle de la ville et les policiers deviennent de plus en plus corrompus. L'histoire est au début centrée sur la famille des Wayne avec Thomas, Martha et Bruce. La perturbation va commencer à partir du moment où Bruce va tomber dans le puits et découvrir sa peur des chauves-souris. Il en fera même par la suite des cauchemars. Le déséquilibre, lui, vient le soir où, sortant du cinéma, Bruce assiste au meurtre de ses parents par un truand. Dans l'histoire, les actions réparatrices surgissent lorsque Alfred, le majordome, va aider Bruce à surmonter son chagrin et à se relever, mais aussi de sa volonté de se venger de la mort de ses parents. Cela le mènera à commencer une formation avec la Ligue des Ombres et avec son mentor, Ra's al Ghul. La situation finale est donc la transformation de Bruce en Batman pour maintenir l'ordre dans la ville de Gotham. Pour introduire un peu plus l'histoire, penchons-nous sur le schéma actentiel de Greimas, qui est un linguiste et sémioticien du XXe siècle, pour ceux qui ne le savaient pas. Partons du coup du sujet Batman. Son destinateur est forcément le meurtre de ses parents. L'objet de son existence est de défendre et de garder en sécurité la ville de Gotham et de combattre les injustices. Ses destinataires sont les citoyens de Gotham. Ses adjuvants sont Alfred, Gordon, Rachel, Lucius Fox ainsi que tous ses gadgets. Et pour terminer, les opposants de Batman sont bien évidemment le Joker, Double Face, Bane et tous les autres truands de la ville de Gotham. Pour répondre au mieux à cette problématique, nous nous baserons sur la trilogie de Christopher Nolan, The Dark Knight. La trilogie commence en 2006 avec Batman Begins, dont l'histoire introduit la jeunesse d'un homme au rang de symbole. Il est suivi 2 ans plus tard par The Dark Knight, puis The Dark Knight Rises en 2012. Christopher Nolan démarre fort dans cette trilogie avec comme première scène la chute de Bruce dans ce fameux puits. Dans cet extrait, on peut voir Bruce et son amie Rachel jouer dans le jardin du manoir Wayne. En tentant de se cacher, Bruce voit le sol s'effondrer sous ses pieds et fait une chute de plusieurs mètres. Après quelques minutes de suspense, un nuage de chauves-souris lui fonce dessus. Dans cette première scène, Nolan s'est beaucoup inspiré entre autres du comics The Man Who Falls, sorti en 1989. Sur cette planche, on peut voir la ressemblance à travers les plans et les différents jeux de lumière. Dans l'adaptation de Nolan, la lumière est plus sombre et on a plus de mal à discerner la forme des chauves-souris. La lumière est aussi représentative de la noirceur de l'histoire. Au début de l'extrait, nous pouvons voir un Bruce heureux. La lumière est donc claire et prouve que la vie de Bruce est un long fleuve tranquille. La lumière se noircit du moment où Bruce tombe dans le puits, d'une part parce que c'est un espace restreint avec peu de lumière, mais aussi parce que c'est à ce moment-là que la vie de Bruce va basculer et prendre un autre tournant. En plus de la lumière, on peut faire référence à la trichotomie de Pierce en parlant des chauves-souris. Dans l'extrait, on voit dans un premier temps la couleur noire, le qualicine. En regardant d'un peu plus près, on voit des chauves-souris.
le Saint-Cyr. Et si on s'intéresse à la signification de ces animaux dans le monde, on peut apprendre que les chauves-souris sont associés à la nuit, au mystère, et ce sont les animaux qui représentent ce qui se trouve au plus profond du subconscient, c'est le légitime. Avec cette analyse, on comprend pourquoi Batman ne sort que la nuit et qu'il ne porte que des costumes sombres. Les chauves-souris peuvent également faire ressortir en Batman sa férocité et sa noirceur. Le cadrage dans cette scène peut être très important. Au début de l'extrait, les plans sont plus généraux, cela peut avoir une connotation narrative où le spectateur est proche de l'action qui est en train de se passer. Ce cadrage peut attirer l'attention en distinguant un personnage, donc Bruce Wayne. Plus on se rapproche de la chute et plus le cadrage est serré jusqu'au plan rapproché. Le plan rapproché de Bruce permet au spectateur de voir les réactions émotionnelles qu'il peut avoir à l'approche des chauves-souris. Le plan en contre-plongée met le spectateur à la place de Bruce. Ce plan montre l'impuissance qu'a le protagoniste face à ces centaines de bêtes. Le dernier point important de cette scène est le son. La musique est omniprésente au début de l'extrait, mais devient de moins en moins audible jusqu'à en devenir linéaire au moment où Bruce sent une présence. Lors de la sortie des chauves-souris, le son devient un véritable brouhaha et peut même être angoissant pour le spectateur. La fin de cette scène fait directement référence au titre du comics The Man Who Falls, lorsque son père lui demande « Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. » Après sa chute, Bruce assiste à l'assassinat de ses parents par un truand. Il va donc devenir Batman pour veiller sur Gotham City. Mais quelques années après, un nouveau protagoniste va venir déjouer ses plans. And here we go. La scène de l'interrogatoire est sans doute la scène centrale et la plus importante du film, car c'est la première fois que le Joker et Batman tiennent une réelle discussion. Dans cet extrait, le Joker se fait arrêter puis interroger par le commissaire Gordon à la suite de la disparition de Harvey Dent. Le réalisateur s'est inspiré du comics The Killing Joke de Alan Moore pour réaliser cette scène. On peut remarquer la différence de jeu de lumière entre les deux. Dans le comics, la scène est éclairée d'une simple lampe qui met en lumière simplement les deux personnages, alors que dans le film, la pièce est entièrement éclairée avec aucune once d'ombre. Les traits d'expression du Batman sont beaucoup plus visibles sur le comics que dans le film. Christopher Nolan a dû ajouter du dialogue ainsi que des gestes à la scène pour que le spectateur ait conscience que le Batman peut être féroce et rempli de haine. Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Deux éléments sont alors intéressants dans cet extrait, la lumière et le cadrage. La lumière de cette scène est très minimaliste. Dès les premières minutes, la pièce est très peu allumée lorsque Gordon essaye d'interroger le Joker. Ce dernier est entouré d'obscurité et seul son visage ressort, ce qui met en valeur ses couleurs. Il y a un jeu de lumière entre le Joker et Gordon. Le commissaire est entouré d'obscurité, ce qui peut représenter la noirceur et le mal que le Joker répand avec ses paroles. Gordon, qui symbolise le calme et la sagesse, est en train de se faire absorber par le mal du Joker. Une surexposition de lumière apparaît et rend le spectateur oppressé dès les premières secondes. Cette lumière apparaît soudainement lorsque Batman sort de l'obscurité derrière le Joker. Cet amas de lumière vient directement en opposition avec l'ambiance initiale de noirceur. On peut alors comparer Batman avec un symbole du bien et même avec un justicier. Mais le conflit n'est pas seulement limité au jeu de lumière. Le cadrage de cette scène est très intéressant à analyser. Les premiers plans sont des champs, contre-champs, plan poitrine et gros plan. Il y a aussi une caméra rotative faisant un demi-cercle autour de chaque personnage. Les gros plans font transparaître un contraste entre les deux personnages, le Batman qui reste immobile et imperturbable, avec aucune émotion, et le Joker qui domine de par sa gestuelle et son monologue sans fin. Au fil des scènes et de leurs conversations, la tension est de plus en plus palpable, et donc la caméra devient de moins en moins fixe. Les plans sont alors filmés en caméra épaule, les plans sont rapides et la caméra fluide reflète parfaitement la spontanéité et la brutalité de Batman envers le Joker. Cette façon de filmer permet de se rendre compte de la férocité de Batman. Les spectateurs peuvent même avoir peur de lui pour la première fois.
I'm considering it. Pour parler un peu plus des petits détails, on peut parler de Bart avec les signes iconiques non codés et les signes iconiques codés. Prenons exemple sur Batman et le Joker. Le signe iconique non codé, c'est lorsque l'on voit Batman frapper le Joker qui lui reste toujours plus puissant, et le signe iconique codé, c'est le fait que par cette action, cela représente le terrorisme que Nolan a voulu montrer dans le film. Les États-Unis, qui est une grande puissance, restent faibles face à cette menace. La musique a aussi une importance dans la scène, elle n'est pas présente ou très peu jusqu'à ce que le Joker parle de Rachel au Batman. Dès lors, la musique commence à être dérangeante, voire angoissante. La musique monte crescendo. Wow, there. I thought you really were dead. The way you threw yourself after her. Look at you go! What does Harvey know about you and his little bully? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. Après avoir vaincu le Joker, le Chevalier Noir est fatigué, épuisé. Il fait alors une longue pause et le personnage de Bruce Wayne aussi. Mais il doit revenir car un ennemi puissant est arrivé dans les rues de Gotham City, Bane et son armée. Bane est un vilain célèbre de l'univers DC Comics créé par Chuck Dixon et Doug Bunch. Dans ce troisième opus, c'est Tom Hardy qui incarne cet être très puissant à l'écran. Après être de retour dans la ville de Gotham, Batman cherche à déjouer les plans de Bane. Il trouvera alors sa base avec l'aide de Catwoman, ici interprétée par Anna Thaoué. Sûr de lui, le Batman fonce au corps à corps contre un homme dont il ne connaît pas la force. Batman, affaibli, se fait alors littéralement briser par ce dernier. Le mythe du super-héros est alors détruit. Ah, yes! I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your buddy! Cette scène est sans l'ombre d'un doute inspirée du comics The Vengeance of Bane, paru en 1993. Christopher Nolan lui-même l'aura avoué, 2 comics ont été réellement utiles à son inspiration dans ce troisième opus de la saga, No Man's Land, paru en 1999, ainsi que The Vengeance of Bane. On peut ainsi voir une forte référence à la scène avec la phrase « Je me demandais ce qui se briserait en premier, ta volonté ou ton corps ». Dans cet extrait, le son est important même si aucune musique n'est présente, un choix sans doute précis et choisi par le réalisateur pour mettre en avant les cris et la force des coups des 2 hommes. Dans cet extrait, la force des coups de Bane sont bien plus ressentis que ceux de Batman pour montrer à quel point Bane est plus fort que le Chevalier Noir et que ce dernier est bien trop faible pour un soldat de son envergure. Le réalisateur zoome sur un détail des plus importants dans l'extrait, le masque du Batman. À ce moment du film, le Batman est plus fatigué que jamais et le casque fissuré nous le montre. Revenons sur Bart. Le signe iconique non codé et le masque fissuré sur Batman, qui succombe à la force de Bane, et le signe iconique codé et le fait que le gros plan sur le masque signe la fin de l'histoire du Batman. La lumière est aussi importante dans cet extrait. On le voit, Batman n'est pas dans son élément car il y a une lumière bien trop forte pour un héros qui chasse la nuit. Victory has defeated you. La caméra est centrée sur les 2 personnages avec des plans américains qui donnera une valeur narrative aux personnages. Ce plan accorde de l'importance aux personnages en action, ici entre Batman et Bane. Pour terminer cette vidéo, nous pouvons constater que Christopher Nolan a représenté la noirceur de l'histoire du Batman principalement dans la lumière et le cadrage. Les scènes des films n'étaient pas vraiment éclairées et le cadrage était souvent rapproché pour que le spectateur arrive à capter les sentiments des personnages.
Les comics, quant à eux, jouent plutôt sur l'expression du visage, comme on a pu le voir avec la scène de l'interrogatoire. Les traits du Batman sont marqués pour montrer la férocité et la noirceur du personnage à ce moment-là. Il est clair que chaque réalisateur a sa propre vision des choses concernant les personnages du Batman et que les adaptations cinématographiques ne sont pas des copies conformes aux comics.